Bonjour à tous. Début avril, le commissaire européen Thierry Breton réalise un déplacement éclair mais ô combien remarqué au Forum international sur la cybersécurité. C'est là qu'il a décidé d'annoncer la naissance d'un bouclier européen contre les cyberattaques. Alors entre-temps est paru un texte qui précise les contours de ce projet. On parle à la une de Smartech de ce règlement sur la cybersolidarité européenne. Ensuite, en deuxième partie, on recevra Tariq Krim pour s'interroger sur Google. Revient-il dans la course aux IA génératives? On terminera cette édition avec notre regard sur où va le web et le monde des métavers et des NFT. Mais d'abord, je vous propose une interview avec le docteur Luc Julia sur l'intelligence artificielle et sa course folle. C'est tout de suite dans Smartech. Eh bien, que des stars aujourd'hui dans Smartech. En plateau avec moi, Nicolas Arpadjian, grand expert de la cybersécurité, vice-président de Headmind Partners, Eric Lequelennec, avocat associé, spécialiste du droit du numérique au sein du cabinet Simons & Simons. Vous avez épluché ce Cyber Solidarity Act, donc ce règlement sur la solidarité cyber européenne qui va nous permettre de faire émerger un bouclier contre les cyberattaques. Ça va être notre sujet à tous les trois dans Smartech, dans le Tech Talk, donc grand sujet à la une. Mais d'abord, je vous propose que l'on écoute le docteur Luc Julia, puisque autour de l'intelligence artificielle se passe une effervescence folle, en l'occurrence autour des IA génératives. Le docteur Luc Julia nous fait le plaisir d'être connecté avec nous depuis Palo Alto, en direct de la Silicon Valley. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, avec plaisir. Alors, je voulais rappeler que vous avez publié un livre qui nous dit « L'intelligence artificielle n'existe pas », qui est paru chez First en 2019. Il avait vocation à démystifier l'intelligence artificielle et je me dis, mais alors aujourd'hui, il est encore plus d'actualité, encore plus nécessaire en 2023 de tordre le cou à ces fantasmes autour des IA génératives et en l'occurrence de cette découverte qu'on a faite de l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que selon vous, ChatGPT, c'est une illusion dangereuse ? Je ne pense pas que ce soit une illusion, c'est une réalité. Et je ne pense pas non plus que ce soit dangereux en tant que tel. Ce qui est dangereux, c'est l'utilisation que nous, on peut en faire. Donc c'est une intelligence artificielle, c'est un outil qui est potentiellement dangereux, comme tous les outils qui sont puissants. Comment est-ce que vous voyez le développement de ces IA génératives? Avec quel regard? Bon, d'abord, quand je parlais d'intelligence artificielle qui n'existe pas, ces intelligences artificielles qui n'existent pas, ce sont celles que j'appelle de Hollywood. Donc, celles qu'on fantasme, hein, que ce soit à travers des films comme Her, comme Terminator. Donc, les IA génératives, c'est une évolution, disons, normale des intelligences artificielles qui se sont vraiment développées dans les 20 dernières années, même si ça date des années 50. Et c'est qu'une évolution de ces outils, encore une fois puissants. La bonne nouvelle, si vous voulez, dans la définition même des IA génératives, c'est qu'on les a appelées IA génératives et pas IA créatives. Donc du coup, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de créativité dans ces IA. La créativité reste du côté de l'humain et l'humain va les utiliser pour créer des choses, pour générer des choses que lui, il va décider. Donc, encore une fois, outil puissant, mais j'aime bien comparer un outil comme celui-là à un marteau dont on tient le manche. Alors, vous êtes à l'origine de quelques brevets majeurs qui ont permis la naissance de Siri. Vous avez dirigé les équipes de Siri chez Apple. Vous vous situez où dans ce débat sur moratoire ou pas moratoire sur l'intelligence artificielle ? Bon, évidemment pas moratoire, c'est une stupidité. C'est impossible de décider un moratoire comme ça. Et quand on voit les signataires, et en l'occurrence le second signataire de ce moratoire, Elon Musk, ça fait un peu sourire. Parce que quelques jours auparavant, il créait sa propre boîte d'IA générative. Et donc ça sentait quand même un peu comme les gars, attendez, donnez-moi 6 mois pour vous rattraper. Oui, mais on trouve aussi Joshua Bengio quand même dans les signataires. Et ceux qui sonnent l'alerte. Et Joshua, je crois, est en train de se retourner un peu et de se dire qu'il n'aurait peut-être pas dû signer. Ah, bon. Alors, Yann Lequin, qui est dans une position proche de la vôtre, en tout cas de ce que j'entends tout de suite, nous dit dans 5 ans, de toute façon, on n'entendra plus parler de ChatGPT et de ce modèle d'IA générative. Vous êtes d'accord aussi là-dessus ?
Je pense qu'il va y avoir une évolution. Vous savez, on est dans les courbes de Gartner, là, qui sont les courbes de hype. Donc, on est en train de monter dans le hype beaucoup. Ce hype va redescendre à cause de problèmes que vont poser ces IA génératives, hein. Il y a deux problèmes majeurs. Un problème de copyright, parce que les données utilisées sont peut-être pas exactement des données qui ont été consenties. Et le deuxième problème, ça va être les problèmes de ce qui s'appelle les hallucinations, où on va se rendre compte quand même que c'est pas très pertinent. Il faut comprendre que ChatGPT aujourd'hui est pertinent seulement à 64%. Alors on peut considérer que c'est beaucoup, mais on peut considérer aussi que 36% d'erreurs et que 36% de bêtises, en fait, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc pas d'illusion, mais plutôt une hallucination. Qu'en est-il de l'impact sur l'emploi? On parle beaucoup, là on se dit ça y est, cette automatisation des tâches ne touche plus seulement un type d'activité, mais l'ensemble finalement des métiers occupés par les humains. Alors, plutôt que de métier, je vais parler de tâches. Donc, il y a effectivement beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées grâce à ces IA génératives. Mais vous savez, quand on va donc utiliser ces outils, on crée d'autres tâches qui sont les tâches justement de l'utilisation de ces outils. Alors, évidemment, elles sont compensées, hein. Ça veut dire que si on utilise un outil, par définition, il est utile. C'est-à-dire que ça va permettre de réduire le temps des tâches. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir se concentrer certainement sur des tâches beaucoup plus humaines, qui sont des tâches dans le même métier, mais qui vont être vraiment la valeur ajoutée de ce métier. Donc je pense qu'il y a une évolution dans les métiers et dans les tâches qui sont effectuées. C'est pour ça que moi j'aime bien parler, quand on parle d'IA, d'intelligence augmentée, parce que c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils et qui nous permettent de faire mieux notre travail en utilisant ces outils, mais en gardant les tâches qui sont, encore une fois, à valeur ajoutée, qui sont les plus gratifiantes. Alors j'avais aussi envie de vous faire réagir sur les deux stratégies assez différentes d'OpenAI et de Google. Donc Google qui a tenu une grande conférence, sa conférence annuelle, pour nous annoncer qu'il mettait de l'IA partout, pas seulement en back-office, mais en front-office. Pour autant, Google a choisi de réserver certaines de ces technologies de pointe à des partenaires privilégiés, là où OpenAI a tout de suite permis à tout à chacun de tester ces IA génératives. Comment est-ce que vous percevez ces deux stratégies? Quelle est selon vous la meilleure? Bon, moi, je n'ai pas commenté en fait les stratégies parce que je ne suis pas un stratège. Mais ce qui est sûr, c'est que Google a cette technologie depuis 2017, d'accord? Parce que c'est eux qui sont à l'origine de ces IA génératives. Et donc, ils avaient fait le choix de ne pas montrer, de ne pas utiliser encore parce qu'ils savaient très bien justement que la pertinence n'était peut-être pas encore au rendez-vous. Ils ont été un peu poussés par OpenAI qui a décidé en novembre dernier de montrer et effectivement ouvrir à tout le monde. Donc, c'est eux qui ont popularisé ça à travers une interface qui est le chat, donc qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et cette stratégie de push, on va dire, hein, qui a poussé ça à tout le monde, est pour moi quand même assez dangereuse parce qu'on voit justement ces hallucinations et le fait que ces IA sont quand même très peu pertinentes pour des choses assez génériques, comme par exemple dans un search engine. Personnellement, j'aurais fait un peu comme Google, c'est-à-dire que j'aurais attendu pour essayer de limiter et d'avoir un scope beaucoup plus étroit, je ne sais plus comment on dit scope en français, je suis désolé, d'avoir des domaines beaucoup plus étroits d'application. Et alors vous êtes, je ne l'ai pas précisé, vous êtes l'actuel directeur scientifique chez Renault, au groupe Renault, en charge des projets spéciaux et innovants. Est-ce qu'il y a une utilité des IA génératives chez Renault, dans l'automobile en ce moment? Bien sûr, vous pouvez réfléchir à tous les niveaux, que ce soit au niveau du design, où vous pouvez avoir des aides. Encore une fois, il faut considérer ces outils comme des aides au design, par exemple. Vous avez une idée, vous pouvez, grâce à ces IA génératives, en avoir plusieurs versions, et puis vous allez choisir et vous allez itérer sur ces versions. Donc on peut imaginer ça en design, on peut imaginer ça aussi dans la voiture elle-même, quand vous allez avoir des assistants qui vont être qui vont avoir des réponses un peu plus différentes et donc du coup qui vont avoir l'air beaucoup plus humaines. Donc ces IA génératives, on peut vraiment les utiliser dans n'importe quel domaine, que ce soit pour générer des images, que ce soit pour générer des textes ou de l'audio. C'est vraiment des outils très très puissants, encore une fois. Est-ce qu'on pourrait avoir des projets, des annonces qui vont arriver bientôt sur ce sujet?
Oui, je pense. Je ne sais pas s'il y aura des annonces vraiment, mais bien sûr, dans les mois qui viennent, on verra le résultat de l'utilisation de ces IA génératives dans les divers domaines de l'automobile en général. Bon, alors je voulais aussi vous interroger, parce que vous êtes également en charge de la Software République, donc qui regroupe des grandes entreprises industrielles et technologiques, avec cette volonté de bâtir un écosystème ouvert d'open innovation pour la mobilité de demain. Il y a cette question du modèle, justement, sur l'IA. Yann Lequin, encore une fois, lors d'une interview à Ouzbek Erika, nous dit: le modèle du futur, c'est le modèle de l'open innovation, de l'innovation ouverte, là où d'autres ont choisi un modèle fermé. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que l'Europe peut prendre des places sur ces IA génératives et les IA de demain en choisissant un modèle open source ouvert? Oui. Alors je pense que le modèle ouvert est important, ne serait-ce que pour la confiance. Donc ce que dit Yann est tout à fait correct. C'est-à-dire que pour faire confiance à quelque chose, il faut que la boîte soit transparente. Et donc du coup, les boîtes noires ne sont pas acceptables. Et il va falloir effectivement que ces modèles soient beaucoup plus ouverts afin qu'on comprenne les données. Le problème, c'est qu'il y a effectivement énormément de données. Quand on parle de ChatGPT, par exemple, on parle de 175 milliards de paramètres. Donc on ne va pas les vérifier un à un. Ça serait stupide et surtout impossible. Mais ceci dit, si on a des modèles ouverts, et surtout au niveau des algorithmes, donc des algorithmes qui vont travailler sur ces données, c'est effectivement quelque chose qui sera beaucoup plus acceptable et accepté, pour ne pas dire vérifiable. Maintenant, l'Europe, en général, est très en avance, on va dire, sur tout ce qui est régulation. Donc je n'ai pas de doute que l'Europe va nous pondre des régulations. Il y a d'ailleurs l'IA Act qui est en cours, qui est en train d'être modifié pour prendre en compte ces IA génératives. Pour ce qui est de l'avance potentielle, quand on parle souvent d'IA, on dit que les Chinois et les Américains sont beaucoup plus en avance sur nous. Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas vraiment le cas, étant donné que vous parliez de Yann Lequin, que quand on voit un peu les chefs d'IA ici dans la Silicon Valley, il y a quand même beaucoup de Français. Donc ça veut dire qu'on est quand même assez fort en général parce qu'on est fort en mathématiques. Et donc je pense qu'il n'y a pas de problème scientifique pour développer en Europe des IA. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes comme Bloom par exemple, qui est ouverte et qui est européenne. Donc on peut en avoir. Il va falloir les comprendre déjà, comprendre comment ça marche et comprendre quelles sont les limites, ce dont on a parlé un peu avant. Et à partir du moment où on va comprendre ça, je pense qu'on va pouvoir faire des IA, créer des IA qui seront beaucoup plus de confiance. Alors, il y a quand même une dernière question. Le temps passe, messieurs. On va parler du bouclier cyber européen, mais tant que j'ai Luc Julia, je voulais poser cette question également. Google a décidé de ne pas rendre disponible Bard tout de suite en Europe pour des questions justement de règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'on risque d'être un peu le tiers-monde des technos demain en Europe ? Encore une fois, je ne pense pas, parce que je pense que quand on aura compris et quand on aura fait un peu le tri de ce qui est acceptable ou pas, on a vu le gouvernement italien, par exemple, quelque temps avait interdit ChatGPT justement pour ces problèmes de données personnelles. Donc, une fois qu'on va accepter, qu'on va comprendre l'outil et qu'on va mettre un petit drapeau en disant faites attention, prévenir les gens, de montrer quels sont les dangers potentiels, on va pouvoir après utiliser ces IA d'une manière correcte, que ce soit en Europe, en Inde ou ailleurs. Merci beaucoup, docteur Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, co-créateur de Siri, d'avoir été avec nous dans Smart Tech. On vous laisse vous reposer en Silicon Valley où il est bien tard ce soir pour vous. Merci encore aussi à vous deux, Nicolas Arpagian, Éric Le Quélenec, d'avoir patienté pour notre talk sur le futur bouclier cyber européen. C'est tout de suite. Alors, le Cyber Solidarity Act, donc ce règlement sur la cyber-solidarité et le texte qui précise comment l'Europe va se protéger demain contre les cyber-attaques. Quels sont véritablement les contours de ce bouclier cyber-européen qui a été annoncé par le commissaire Thierry Breton au Forum international de la cybersécurité tout début avril? En quoi ça va consister? Comment ça va se mettre en place? Quelles sont les conditions pour que ce soit véritablement efficace? Est-ce qu'on a les moyens aussi de nos ambitions en Europe?
On en parle avec Éric Lequelennec, avocat associé spécialiste du droit numérique au sein du cabinet Simons & Simons. Vous vous êtes penché donc avec acuité sur ce dossier spécifique. On compte sur vous pour tout nous expliquer. Nicolas Arpadian, expert cyber, s'il en est, membre du conseil d'orientation de l'Institut Diderot, conseiller du Centre d'études et de prospective stratégique. Vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais on peut dire par exemple le Que sais-je sur la cybersécurité. Et vous êtes le vice-président de Headminds Partners, qui est un spécialiste en conseil en cyber. Alors, la clé de ce bouclier, si j'ai bien compris, c'est quand même la coopération entre les États membres, une coordination, collaboration, donc qui ne semble pas évidente. Qu'est-ce qui bloque sur ce sujet ? Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, de trois choses. Déjà aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'un règlement pour que ça avance? Alors déjà, vous avez parlé de vous parlez de solidarité. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un langage guerrier, on n'est ni sur un langage économique, on est sur l'assistance, la collaboration en cas de problème, en cas de crise, en cas d'attaque. Donc c'est déjà une posture qui est peu justement offensive. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on va parler de cyber, il y a trois dimensions. Il va falloir de la technologie, il va falloir du droit et il va falloir des femmes et des hommes. Et la difficulté, c'est que les États membres ont des lacunes ou des pénuries ou des tensions sur au moins deux de ces composantes, c'est-à-dire les technologies et les femmes et les hommes avec la tête bien faite pour traiter ces sujets-là. Donc effectivement, c'est là où on va envisager la... Et les technologies, elles existent. On peut utiliser des technologies étrangères ou pas? Alors, on peut toujours. La seule chose, c'est qu'il faut les maîtriser et donc s'assurer de la confiance. C'est un terme qu'on a évoqué jusqu'à présent. Et donc, on voit bien que c'est un sujet d'interrogation avec la thématique de la souveraineté, qui est un sujet qui monte et anime la problématique de cybersécurité. Et donc, il va falloir prendre en compte ces trois dimensions. La seule chose, c'est que comme il y a une tension, il y a une pénurie, on essaye de se positionner dans cet environnement qui est potentiellement hostile, et c'est la raison pour laquelle on mise sur la solidarité en disant un peu comme mutualiser les casernes de pompiers, faire en sorte que tout le monde n'a pas les ressources, les expertises, les équipements. Si on mise sur la solidarité avec l'espérance qu'une attaque surviendra à un endroit et pas sur des multiples foyers qui effectivement seraient d'autant plus dommageables. Et alors là, on rebondir, je crois aussi que du point de vue de la composition de l'Union européenne et de ses membres, est-ce qu'il y a vraiment une confiance totale dans tous ses membres de manière géopolitique, ce qui rejoint aussi la construction d'une défense européenne? C'est ce qui a conduit, en tous les cas, certains États à se montrer frileux, y compris dans l'échange et le partage d'informations. Et notamment pour ces questions de souveraineté, non pas européenne, mais il y a aussi la question de la souveraineté nationale quand on parle de défense. En fait, la souveraineté s'apprécie dans la compréhension d'un certain nombre de gouvernements comme étant des nationalités juxtaposées. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État fédéral américain, états-unien. Le lapsus est important parce que, effectivement, qui parle d'une seule voix, avec un seul droit et avec un pouvoir de police, d'ailleurs, éventuellement, ou de sécurité à l'échelle d'un territoire unique. Là, on a des États, et on le voit avec le sommet Choose France, c'est pas Choose EU, c'est Choose France, et vous pouvez imaginer que le chancelier Olaf Scholz va faire l'équivalent sur la République fédérale, et que, effectivement, Madame Meloni sur l'Italie, et que les Espagnols seraient intéressés par attirer ces mêmes entreprises qui font un peu, justement, qui entretiennent et valorisent cette rivalité, cette concurrence entre les États membres. Donc c'est vrai que le problème de la sécurité s'aborde de manière solidaire en cas de crise, c'est-à-dire celle qui resserre les liens, fait en sorte que, effectivement, un peu comme quand il y a un grand feu de forêt dans une zone du sud de l'Espagne, et que donc on fait en sorte d'apporter l'assistance, mais on apprécie des ressources nationalement pour se protéger et passer à l'offensive. C'est comment on sort de simplement l'élan de solidarité pour en créer une véritable doctrine au sein de l'Union européenne. Quels sont les grands principes de ce bouclier ? Le premier principe, c'est déjà de construire une intelligence à l'échelle de l'Union européenne afin d'avoir une autonomie stratégique sur la menace cyber, de sorte qu'on puisse avoir une force de détection, grâce justement à l'intelligence artificielle notamment, qui soit quasi instantanée entre le zero-day threat, donc la détection en réalité d'une menace, et les premiers effets négatifs et les conséquences sur un système d'information. On dit qu'il s'écoule 190 jours. Il s'agit évidemment de réduire ce temps d'analyse et de détection. Et puis, il s'agit ensuite d'être prêt et d'avoir finalement une réserve qui puisse agir très concrètement pour partager les éléments de médiation entre
parties prenantes et utilisateurs des systèmes d'information. Parce que vous dites notamment réserve. Les critiques. On n'a pas de cyberarmée européenne. On est d'accord avec ce bouclier européen. Hein. Alors, non du tout. Alors, simplement, le terme de réserve ne doit pas être pris dans l'acception que nous en avons, nous, Français, par exemple, de personnes qui ont une activité civile, pouvaient être dentistes, bouchers, journalistes, avocats, et par ailleurs être réservistes, que ce soit pour être pompier, gendarme, policier ou éventuellement militaire. Là, le texte européen évoque une cyber-réserve. Par contre, quand vous rentrez dans le détail et que vous dites, mais est-ce que ce sont des citoyens qui auraient une activité civile et qui viendraient en accessoire, on vous dit non, ce sont des prestataires à l'occasion de marchés qui auront été passés. Donc le terme de réserve ne doit pas être conçu comme étant un acte spontané, volontaire, gracieux de quelqu'un qui mettrait à disposition son temps, son expertise au profit de la collectivité. On est quand même dans la mise à disposition de personnel à l'occasion d'appels d'offres, alors avec la question de la disponibilité de ces personnes. C'est une cyberarmée qui dit pas son nom ? Alors non, de prestataires, parce que là on est dans une appréciation civile et pas du tout avec une qualification militaire, même si ça peut être un environnement concerné par les cyberattaques. Mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est aussi la créativité administrative, puisque on a la Commission, évidemment, on a, rappelons-le, l'ENISA, l'Agence nationale de sécurité qui est basée alors à Athènes et à Héraclion, en Crète. Début mai a été créé à Bucarest un centre cyber de compétences pour faire en sorte de faire de la formation. Donc vous voyez, on a une géographie de la cyber qui s'installe, mais un peu en décalé du trio habituel qu'est Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Donc on rajoute une géographie. C'est peut-être un vecteur de complexité, ça, on va voir. Mais là aussi, fondé sur la coopération et l'abondement par les États, parce que un budget a été alloué, mais il est en partie, donc à peu près 1 milliard pour la période 2023-2027, un peu plus d'1 milliard, 2 tiers payés par la Commission, le troisième tiers en principe abondé par les États membres. Donc vous voyez qu'il va falloir aussi faire cette quête budgétaire. Tout le monde est d'accord, mais on a cette période 2023-2027 à couvrir. Voilà, il faut être sûr que ça aille jusqu'au bout et qu'on ait formé les personnels, qu'on les ait trouvés et qu'ils soient au niveau et qu'ils soient capables de travailler. Et alors, un peu plus d'1 milliard, on a les moyens de nos ambitions ? Alors, par rapport à la LOPMI ou au niveau national, on a dégagé 8 milliards pour justement la lutte contre la cybercriminalité. Oui, en comparaison, ça paraît bien faible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une logique de partenariat public-privé grâce au Cyber Solidarity Act. Donc en réalité, ce seront beaucoup plus de moyens qui seront déployés, ce d'autant plus qu'il y aura un mécanisme de certification justement par rapport aux acteurs de cette cyberdéfense qui vont être également donc un élément fort de motivation et d'engagement des ressources à plusieurs échelles, publiques et privées. Je pense qu'en tous les cas, c'est une formule assez originale pour pouvoir être efficace. Après, il faut être capable de l'orchestrer, parce que là, on parle d'orchestrer quelque chose à un niveau européen, avec plusieurs entités qui entrent en jeu, du public, du privé. Qui va être le chef d'orchestre ? Alors, la procédure telle qu'elle est inscrite, alors pour l'instant, vous savez, c'est la théorie. Il y a un vieux principe militaire qu'on dit que la première victime dans la guerre, c'est le plan. On avait fait des plans et puis c'est la première victime du conflit. En fait, l'idée, c'est qu'un État exigeant, c'est-à-dire que ses ressources internes ne suffiraient pas à traiter la crise cyber auquel il est confronté, solliciterait la Commission. La Commission s'engage à traiter, à instruire le dossier rapidement, on peut l'envisager, et à ce moment-là, donnant mission à l'ENISA ou éventuellement au centre, en tout cas aux autres centres européens de supervision, donc les SOC, Security Operations Centers, c'est-à-dire des lieux d'analyse, de supervision, de détection de la menace, qui existent déjà, puisqu'il y a ce maillage de SOC, donc de centres de supervision, qui doivent être alors soit créés, soit exploiter des centres existants préalablement à l'échelon national, comme c'est le cas en France avec l'Agence nationale de sécurité, c'est le cas avec son homologue allemand, le BSI, et ainsi dans les pays européens, il y a ainsi alors c'est plus qu'un point de contact, c'est vraiment l'autorité nationale en charge de cybersécurité et qui a vocation à interagir. Mais donc le protocole, c'est on va frapper à la porte de la Commission qui instruit, qui redescend vers les instances, soit nationales, soit pour venir en aide, soit éventuellement à cet échelon Raconté européen. comme ça, on se dit ça va peut-être prendre un petit peu de temps, quoi. Pour une réponse rapide. Alors, dans le communiqué initial, il est mis des adverbes qui précisent que ce sera fait sans délai, voilà, avec diligence. On est dans une logique coopérative, c'est certain. Ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que des SOC, donc des centres opérationnels, on en a a priori dans tous les pays aujourd'hui. Oui.
Donc pourquoi la nécessité de parler de la création de nouveaux SOC sur le territoire européen ? Ce qui manquait justement, c'était un partage entre États européens à cause des réticences dont j'ai déjà pu parler et pour lequel, de toute façon, dans le texte, il y aura une obligation pour chaque SOC national de participer justement à un des 5 ou 6 SOC européens. On n'a pas encore le chiffre très précisément, mais c'est ça qui va être en tous les cas un game changer, comme on le dit, par rapport à ce texte. Et de faire monter le niveau. Parce que le problème, c'est qu'il faut garder à l'esprit que les agences nationales de sécurité sont des recruteurs, entre guillemets, comme les autres, sur ce marché très tendu de la cyber. Il y a des tensions. Pourquoi ? Parce que les grands les utilisateurs finaux, les grands groupes sont des recruteurs, les fournisseurs de services sont des recruteurs, les administrations militaires de l'État sont des recruteurs, et également les administrations civiles. Et également, il faut quand même le savoir, le monde criminel. Et donc, effectivement, il va falloir renforcer des agences nationales qui, même si elles existent sur le papier, ne sont pas forcément en mesure de compléter l'ensemble des postes disponibles et d'avoir à la fois en nombre et en expertise les personnalités qui peuvent composer cette ressource. Sachant en plus que, effectivement, et c'est ce qu'on évoquait avec Maître Le Callennec, qui est de dire que les États sont... Alors, garde à l'esprit que leurs adversaires peuvent être également les autres États membres. On a eu des cas pas si éloigné que cela, de pays européens s'espionnant les uns les autres. Donc on voit que la notion d'unité, elle peut être discutée. Pourquoi ? Parce que les États membres sont concurrents d'un point de vue fiscal, social, économique et diplomatique, scientifique, et donc évidemment veulent aussi préserver cette singularité dans le domaine de la souveraineté et de l'exercice de leur autorité. Qu'est-ce qui vous semble essentiel pour que l'ensemble de ce dispositif, pour que ce bouclier européen soit vraiment opérationnel ? Moi, ce que je pense, c'est une mobilisation et un état, effectivement, de préparation, c'est dans le texte, qui soit partagé de tous pour vraiment agir de la manière la plus efficace et coordonnée qui soit. Donc, on le voit déjà, on a cité certains des organes de gouvernance. Grosso modo, les SOC, ce sera l'ENISA, et en lien avec le 3C. Grosso modo, effectivement, sur la mobilisation des réserves, on voit aussi il y aura potentiellement un lien avec les groupes cyber, cette fois-là, liés aux états-majors. Donc je pense que par rapport à une menace, on ne l'a pas dit, plus 140% depuis le début du conflit ukrainien, eh bien, je pense que réellement, on a la nécessité de rentrer dans le concret et nécessité fait loi. Oui, parce qu'on n'a pas vu arriver la cyberguerre dont on nous parlait au moment du déclenchement du conflit par la Russie en Ukraine, mais on a vu les cyberattaques croître de manière importante. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'est née l'idée de créer ce bouclier cyber. Ça a pris 1 an pour arriver à la rédaction du projet. Tout ce temps long joue contre nous. Alors, c'est long et il faut quand même concevoir que pour une organisation internationale qui produit du droit, qui produit de la norme, c'est au final assez court parce qu'il va falloir rappelez-vous que quand même les gouvernements ont leurs agendas électoraux, ils ont à gérer une crise sanitaire, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ils ont des problématiques liées à des plans environnementaux. Enfin, il y a aussi d'autres chantiers mobilisateurs. Donc, il faut aussi pouvoir le faire. C'est long à l'échelle cyber, mais c'est rapide à l'échelle européenne. Institutionnelle. Oui. Je pense que par rapport à votre question de la concrétisation, il va falloir passer, alors ce que les militaires connaissent dans les exercices opérationnels, qui sont de passer à des, justement, il faut tester le modèle grandeur nature. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est primordial, au-delà du plan théorique, conceptuel, de dire très bien, on va faire un exercice en commun, voir est-ce que nos systèmes de communication sont interopérables, est-ce que nous savons déjà qui joindre dans les instances équivalents, quels sont, lorsque la crise s'installe et dure ou éventuellement s'étend à d'autres domaines de l'économie, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on fait pour assurer la rotation des personnels, faire en sorte qu'on ait toujours des gens qui soient disponibles, compétents et faire en sorte qu'il y ait cette confrontation avec le réel. Cet exercice va être bienvenu. Alors, on a déjà fait la BCE, la Banque Centrale Européenne, procède à ce type d'examen, de tests auprès des banques. On a des exercices, des stress tests, on a des exercices dans différents environnements. Ça, ce sera l'épreuve du feu pour justement voir est-ce que quand on compose un numéro, parce qu'il y a quelqu'un qui... Mais là, il y a eu une grande opération d'ailleurs, l'opération Orion, qui était organisée en France, où on a fait intervenir aussi des forces européennes. Bien sûr. En fait, il faut démontrer la réalité de quels sont les points de contact, est-ce qu'ils sont réactifs,
Est-ce qu'on peut mobiliser? Est-ce qu'on ne tombe pas sur des problèmes logistiques, c'est-à-dire quelquefois pour faire accéder des personnels à certains sites? Est-ce qu'on a bien tous les numéros de téléphone? Est-ce qu'on a des équipements de secours? Comment on fait quand les gens ne peuvent pas physiquement se déplacer? Évidemment, toutes ces circonstances qui viennent aggraver, amplifier une situation de crise. Donc là, on a la théorie, on a la recette de cuisine, on a Elle est bien accueillie par les professionnels que vous fréquentez. Alors la question, depuis quand il y a de nombreuses l'argent, années. il y a cette annonce d'argent public, il y a cette annonce d'argent, donc faut pas le fantasmer, parce que souvent le chiffre du milliard, et la France a pêché un peu par cet exercice de temps en temps d'annoncer 1 milliard pour la cyber. Bon, après, il faut voir, c'est sur une certaine durée, on a vu qu'il y avait a priori 2/3 qui étaient financés. Bon, quel va être le guichet, quelle va être la procédure? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique, il y a une volonté de dire, voilà, coopérons, échangeons, donc ça c'est bienvenu. Donc, et la France est plutôt volontaire. Donc, La France et l'Allemagne sont incontestablement dans la politique cyber, que ce soit pour le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, la directive Nice, celle qui désigne les opérateurs d'importance vitale, les infrastructures critiques qui structurent le pays, et sa deuxième version, Nice 2, là, qui est en cours de transposition. La France, l'Allemagne sont très à la manœuvre. Pourquoi? Parce que ce sont les pays qui ont les 2 plus grosses agences nationales. Mais c'est aussi ces 2 pays qui ont fait en sorte que l'échelon européen existe, certes, mais ne soit pas, supra-autoritaire et que, pas effectivement, cannibaliser voilà, et le pouvoir soit national. vigilant à cet égard. Eh oui. D'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire capoter ce projet? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans le texte? Alors, on est sur un règlement européen. Donc, de ce point de vue-là, on est clairement sur un acte qui va s'appliquer directement dans les législations des États membres. En revanche, si on a déjà évoqué les quelques faiblesses sur l'aspect purement militaire, même s'il y aura des partages d'informations et une certaine coordination, c'est sur le volet pénal qu'on n'a malheureusement pas de concret dans le Cyber Solidarity Act. C'est-à-dire? Or, il faut des moyens qui doivent être également coordonnés pour lutter contre les cyberpirates. En réalité, C'est-à-dire une réponse pénale pan-européenne. et oui, avec notamment ce qu'on appelle des prosécuteurs, des procureurs qui puissent agir sur le ressort des 27 États. Nous avons un outil extrêmement efficace et qui en fait réellement la démonstration, c'est le parquet européen, mais qui n'a comme compétence que, en gros, la protection des subsides et des fonds européens et de lutte contre leur détournement. Malheureusement, dans le Cyber Solidarity Act, il y a juste une petite phrase qui dit « Et oui, évidemment, les informations qu'on collecte peuvent être transmises aux parquets nationaux. » Et je crois qu'on vient de faire là un joli cadeau aux pirates, puisque manifestement, il n'y aura pas de réponse commune pénale. C'est peut-être pas trop tard, parce qu'on est encore au stade du projet. Hein. Alors, il n'y a pas de... Parce que, en fait, le fantasme ou l'analogie, c'est souvent, on parle de FBI européen. Il n'y a pas de FBI européen. Il y a, Maître Le Callennec le mentionnait, le EC3. EC3, c'est le European Cybercrime Center, qui est basé à La Haye, qui dépend d'Europol, qui est un lieu de coordination. C'est-à-dire que les services de police, de gendarmerie, viennent frapper à la porte, disent, tiens, moi j'ai une affaire qui a ceci, cela, tu aurais des éléments. Et ça se partage de manière, alors, tout à fait aimable et civile. La seule chose, c'est que c'est de la coopération. C'est évidemment plus contraignant, moins réactif que quand vous êtes directement autonome pour vous déplacer, conduire vos opérations et votre autorité juridique et judiciaire est assurée par la loi. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour dresser un peu les contours de ce bouclier cyber européen. Merci beaucoup à Maître Le Callennec du cabinet Simons & Simon et Nicolas Arpagian de Headminds Partners. À suivre, petite pause et après on retrouve Tariq Krim pour reparler d'IA et de la stratégie de Google. Quelle journée! Deuxième partie de Smart Tech, nous recevons Tariq Krim, fondateur de CodeSouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, on va reparler de la Google I.O. qu'on a déjà décrypté dans Smart Tech, mais là avec ton point de vue sur les annonces en matière d'IA générative, d'intelligence artificielle entre les mains de tout le monde. Est-ce que ça y est, Google rentre à nouveau dans la course à l'IA? C'est intéressant parce que première étape, si on se rappelle bien, il y a quelques semaines, voire un mois maintenant, première démo bâclée. De Bard. Bard, une démo catastrophique. Catastrophique, oui. 100 milliards de valorisation partie en fumée. Et puis surtout, instiller cette idée qui est absolument impossible pour Google, c'est que Google raconte n'importe quoi, alors que toute la stratégie de Google est
d'être dans la vérité, d'être dans le sérieux, d'être dans le... En plus, la question qui avait été posée avait montré que qu'effectivement, on expliquait à des enfants, donc c'est à ce côté aussi Google, on va expliquer les choses, et en fait, c'était totalement planté. Et donc, avec iOS, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit la copie, et on repart sur des choses sérieuses. Et je trouve qu'il y avait une tonne d'annonces, en gros... je crois qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est The Verge qui a compté le nombre de fois que Sundar a utilisé le mot AI. Je pense que c'est quasiment... Je crois que ça en est presque à 150 fois. Voilà, c'est donc... 150 occurrences, ouais. Et donc, évidemment, ici, on ne parle pas d'AI, mais d'AI générative, avec une question clé pour Google, c'est où est-ce qu'on l'intègre dans les produits. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie, je crois, hier, qui démontre que l'avantage de ChatGPT pour Bing, c'est une augmentation de 0,25%, donc négligeable. Ouais. Alors que désormais, chat.openai, donc qui est le ChatGPT d'OpenAI, a maintenant autant de trafic que Bing. Donc en fait, il y a une véritable question de quel est le produit, comment on le fait et à quoi ça sert. Et parmi les choses qui ont été annoncées par Google, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'ils ont annoncé un modèle qui s'appelle Palm, qu'ils ont fait évoluer vers le modèle Palm 2. Et dans les annonces, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle qui peut se dégrader et qui pourrait se dégrader jusqu'à pouvoir entrer au cœur d'un téléphone mobile et donc tourner localement ou tourner sur les supercomputers de Google. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à la question du mobile, une des questions qu'on se pose, c'est à quoi ça sert d'acheter un nouveau téléphone ? C'est vrai. La caméra est excellente depuis 5 générations, la puissance est excellente depuis 5 générations, on a la 5G. La seule raison pour acheter un appareil qui a de la puissance de calcul, c'est d'y intégrer une IA. Et il semblerait que Google a, à mon avis, pris un peu d'avance sur Apple et sur d'autres acteurs en réfléchissant à une stratégie où on aurait une IA personnelle sur son téléphone qui peut se décupler avec d'autres IA qui seraient, elles, dans le cloud. Alors, donc dans ce match quand même là entre Google, Microsoft, c'est-à-dire d'un côté l'IA de Google générative Bard et l'IA générative utilisée par Microsoft, donc ChatGPT, est-ce qu'il te semble que dans cette course-là, Google va pouvoir rattraper son petit retard au démarrage ? Mais je crois que, alors, on se base évidemment sur les démos, puisque, faut-il le rappeler, Bard n'est pas disponible en France. Alors on se pose la question, est-ce que... En Europe même. En Europe, mais est-ce que l'AI Act, qui est une régulation, à mon avis, qui arrive un peu tôt et qui est, à mon avis, pas véritablement efficace, parce qu'elle va créer énormément de complexité pour les gens qui veulent construire des modèles. Et en fait, je ne suis pas certain qu'elle réponde au problème. Il faut savoir que c'est le problème des régulations, c'est qu'elles démarrent au moment où les choses arrivent, et puis on essaye de les changer. On n'avait pas inclus ChatGPT, on n'avait pas Toi, il te semble que pour l'instant, ça pénalise quand même l'Europe ? Beaucoup, oui. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 gros modèles aujourd'hui commerciaux. Il y a OpenAI, Microsoft, on va dire que c'est un tout, même si ce n'est pas exactement le cas. Google, qui a inventé cette technologie et qui est en train de mettre les bouchées doubles. Et une société qui s'appelle Anthropic, qui c'est des anciens d'OpenAI, donc qui ont monté un système qui s'appelle Claude et dont Google est un des investisseurs principaux. Et à côté de ça, il y a un ensemble d'acteurs open source, des modèles plus petits. Et dans un mémo qui a été leaké par un ingénieur de Google, clairement, et je trouve ce mémo est très intéressant, que le modèle open source pourrait être en fait, donc les AI personnalisés, open source, pourrait être à terme plus intéressant d'un point de vue commercial que ces gros systèmes qui seraient durs à maintenir, dans lesquels il faut avoir en fait une sorte de régulation. La régulation va être impossible puisqu'on est incapable de comprendre, enfin faut-il rappeler que ces technologies, on ne sait toujours pas comment ça marche. On sait juste qu'un jour on a mis plein de puissance de calcul et plein de données et finalement ça s'est mis à marcher. Et quand on discute avec moi j'avais fait des réseaux neurones il y a plus de 25 ans, la plupart des problèmes n'ont pas été résolus, mais la puissance de calcul fait que ça marche. Donc on est vraiment dans une situation où on a des boîtes noires qui fonctionnent
Et c'est vrai que c'est complexe. Ça pose la question de la confiance. Mais Non. tu parles de ce document, mais il y a aussi Yann Lequin qui dit si l'Europe veut prendre une place sur ce domaine de l'IA générative, il faut justement qu'elle choisisse un modèle ouvert. Et ce matin, dans Smartech, Luc Julia aussi vantait l'open innovation. Je crois Donc, tu beaucoup penses à que pour ça. l'Europe, il y a une place à prendre? Oui, je pense déjà, il faut savoir que le modèle de Llama, je crois que les 2 tiers des ingénieurs qui ont travaillé dessus étaient français, donc il y a un savoir-faire. Après, la question, c'est de savoir si la réglementation européenne ne va pas tuer dans l'œuf toutes ces plateformes open source. Et puis ensuite, il y a une question, alors on en avait déjà un peu parlé, voilà, c'est est-ce qu'on parle d'AI global ou est-ce qu'on travaille sur les AI personnels, c'est-à-dire qui s'occupent de mes données et qui ne s'intéressent qu'à moi. Moi, je suis plutôt un partisan de ces IA personnels. Mais de toute façon, on verra bien. En tout cas, il y a des possibilités. Mais en Europe, c'est sûr que seul l'open source sera la voie à choisir. Merci beaucoup, Tariq Krim, qu'on peut retrouver donc sur codesouverain.fr et puis régulièrement dans Smartech. À suivre, c'est notre regard sur où va le web. Aujourd'hui, Eva nous raconte la naissance d'une plateforme de freelancing sur le Web3. Quand le Web3 s'attaque au recrutement et plus particulièrement au monde du freelancing, c'est la plateforme Dilance qui s'est lancée ce défi, révolutionner la façon dont les travailleurs indépendants collaborent avec leurs employeurs. Ça, c'est l'objectif. La manière, maintenant, on pourrait croire à un job board comme les autres, sauf que lui repose sur la technologie blockchain. Et grâce à elle, la plateforme transforme tous les projets en NFT. C'est ces tokens qui permettent de garantir la propriété intellectuelle sur les travaux des freelanceurs, un sujet important pour eux puisqu'ils font souvent face à des fraudes ou des usurpations. Et enfin, la plateforme s'appuie elle aussi sur le métavers. Vous pouvez créer vos propres bureaux virtuels dans l'univers Dilance et donc mieux communiquer avec votre freelanceur ou votre employeur. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. D'un côté ou de l'autre, pour avoir accès à la plateforme, il faudra acquérir des jetons Dilance. Ils sont basés sur la blockchain Ethereum. Un jeton se vend actuellement au prix de 0,025 $. Au final, cela reste bien moins cher que sur les autres plateformes de freelancing. Alors, ce pari plaira-t-il? Les besoins, en tout cas, eux, sont là. Les travailleurs indépendants sont aujourd'hui un peu plus d'1 million en France, selon Eurostat. C'est 92% de plus qu'en 2009, lors de la création du statut de micro-entrepreneur. C'était Smartech, merci à tous de nous suivre. On se retrouve demain. Demain, on va repartir en Silicon Valley. On va s'intéresser à ce monopole autour de la tech avec l'auteur de La Tech, Olivier Alexandre, qui sera mon invité dans Smartech. À demain.